Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, on va revenir sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var qui s'est déroulé de vendredi à dimanche dernier. C'est une course où simplement 2 étapes ont été diffusées à la télévision, donc je pourrais pas vraiment vous parler de la première, j'ai juste vu la phase d'arrivée, donc ça va être un petit peu compliqué. Les deux autres je les ai regardés sur France 3 PACA. La deuxième course que je regarde sur France 3 PACA, la première c'était le Grand Prix de la Marseillaise. Et là c'était donc cette course-là. Entre temps, on est passé de Bernard Thévenet à Maël Moinard, pardon. Pas mal hein, en consultant. Par contre, le journaliste à côté, tu sens qu'il pigeait que dalle quoi. T'as un petit peu. Alors je sais pas si. Enfin, il était pas bon. Voilà. Ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'il était pas bon. Bon, on va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça permet d'améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. On commence par le bilan des Bleus. Et vous allez voir les petits maillots qui vont s'afficher sur le côté. On les a retrouvés. Du côté du bilan des Bleus, je mets pas encore l'habillage sonore, ça sera pour les grands événements, ça sera pour les courses World Tour. On commence avec Rudy Mollard. Pourquoi Rudy Mollard? Parce que, alors déjà la Groupama FDJ en général a fait plutôt une course intéressante, surtout lors de la 3e étape, où ils ont tenté un coup de très très loin, qui au final n'a pas fonctionné, on va dire, comme il le voulait, mais qui a osé, qui a tenté. Et Rudy Mollard, parce qu'il prend la 4e place, meilleur classement des coureurs de cette équipe. Mais on peut dire que la Groupama a plutôt bien marché. On a David Gaudu, meilleur jeune. On a Valentin Madouas également qui fait 7e. On a également eu un très grand Bruno Armirail. Donc ça a été vraiment une très très belle course, je trouve, du côté de la Groupama FDJ. Moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Rudy Mollard dans l'étape numéro 3. C'est vrai, avec Madouas, j'ai l'impression qu'il a un peu mieux géré son effort que Valentin Madouas. J'ai bien aimé aussi ce qu'a fait David Gaudu dans cette formation, parce que c'est avec David Gaudu, j'ai l'impression quand même, c'est la question que je me posais lors de la présentation de la Groupama FDJ, c'est est-ce qu'il va passer un cap? C'est-à-dire qu'on l'attend maintenant à jouer le général des grands tours. Sur la Vuelta, c'était pas encore tip-top, moi j'avais trouvé. Et là, j'ai l'impression qu'il a passé ce cap-là parce que il a. Alors certes, il n'y avait pas le plateau le plus impressionnant en montagne, mais il a été très intelligent dans sa manière de courir, à rester tout le temps dans la roue, dans le groupe de Fuglsang Quintana, et puis ensuite. Il a très bien fini cette course, il finit 6e. Vraiment très très belle étape. Alors juste devant Madouas au classement des jeunes, mais assez largement devant Clément Champoussin. Donc vraiment, vraiment très belle course de la part de David Gaudu, qui a été intelligent pendant toute la semaine, il s'est bien placé, il a toujours été présent. Donc vraiment très bon travail de sa part. Bruno Armirail, parce que lors de l'étape numéro 3, il a fait mal à tout le monde dans l'échappée. Mais il a fait quand même exploser des mecs comme Izagirre, comme également Villermoz. Impressionnant, Bruno Armirail. Un peu dans un style Kirienka. C'est-à-dire on grimpe au train, mais alors le train fait tellement mal qu'au bout d'un moment, vous êtes obligé de vous arrêter. Et je pense qu'il a même fait mal à Rudy Mollard. Parce qu'à un moment, Rudy Mollard, il n'était pas si frais que ça dans l'échappée, dans la dernière grosse montée de l'étape numéro 3. Il a été très très fort, Armirail, et je pense que le fait que Mollard soit 4e, Madouas soit 5e, c'est vraiment dû au travail qu'a fait Bruno Armirail pendant plus de 100 bornes, où il a roulé mais sur un tempo démoniaque, quoi. Vraiment, parce que le peloton derrière ça roulait, vraiment il y avait un écart de 2 minutes pendant très très longtemps. Il a tenu pendant 100 bornes avec un écart de 2 minutes 30. Et il roulait, et il roulait, et il roulait. Et derrière, ça explosait complètement. Les mecs étaient asphyxiés assez vite. Donc vraiment, belle performance. En plus, j'ai regardé, parce que je ne connais pas totalement la carrière de Bruno Armirail, mais c'est quand même un coureur, je me disais bien qu'il avait un grand gabarit, mais il fait 1m90, 74 kg, donc faire ça sur une étape où il y avait 3500 mètres de dénivelé positif, avec un gabarit de ce type, quand même pas le gabarit le plus longiligne, 1m90, 74 kg, c'est bon, voilà, il y a quand même un peu de muscle. Tu sens que c'est quand même plus un mec qui fait du contre-la-montre et qui est plus rouleur que grimpeur. Ça montre quand même de bonnes aptitudes en montagne.
Après, faut voir s'il veut plutôt aller sur le général, enfin plutôt sur les contre-la-montre, ou s'il veut aider ses leaders. Mais il a un profil qui est très intéressant pour des grosses formations, parce qu'on a vu que là il passait très très bien les côtes et qu'il a un sacré moteur. Pas un moteur dans le vélo, bien entendu, vous comprenez, c'est une expression. Sacré moteur, c'est sacrée performance. Mais belle perf de la part de Bruno Armirail. On continue du côté des équipes françaises, du côté des Français avec Quintana. Quintana, je rappelle, les bleus, quand je parle des Français, c'est des bleus plutôt que des Français. C'est soit des coureurs français, tout simplement, ou soit des coureurs étrangers dans des équipes françaises. Et je trouve que Quintana, on l'a quasiment pas vu de la semaine. Sur les 3 étapes, on le voit quand même assez peu, mais il a été de mieux en mieux au fur et à mesure des étapes. C'est-à-dire qu'il a vraiment la première étape, il est caché dans le peloton, je crois qu'il finit assez loin sur la première étape. Sur la deuxième étape, déjà à Fayence, c'est la montée de Fayence qui est quand même une montée très compliquée, une montée sèche, vraiment pour puncher. Là, ça allait mieux. Et puis sur l'étape d'hier, voilà, il fait 9e. Toujours top 15 sur ses 3 premiers jours de course, c'est plutôt positif. Il avait il savait pas trop où en était Quintana, parce que je rappelle que Quintana s'est fait opérer du genou. En plus, Quintana, il y a eu toute l'affaire de dopage dans son entourage qui forcément l'a touché. Je pense indirectement, mais il a fait vraiment du très très bon travail. Quintana, vraiment une très très belle course de sa part. Moi j'ai bien aimé la course de Quintana, ça a été solide. Ensuite, je sais pas s'il aura des courses avant Tirreno Adriatico, parce qu'il faut savoir qu'il va faire plutôt Tirreno Adriatico. Je sais pas s'il ira sur la Classique Ardèche. Je pense que normalement c'est pas prévu, ou s'il y aura d'autres courses entre temps, mais je trouve qu'il a déjà il est plutôt en forme. Alors Quintana a jamais eu de surpoids phénoménal quand il allait en Colombie, contrairement à ce qu'on avait vu avec Bettencourt par exemple à un moment. Donc il est toujours fit, donc là il est plutôt fit, il est plutôt bien. Mais j'ai trouvé qu'il y avait du punch. Alors certes il n'y a pas de victoire, l'année dernière il avait été très très fort sur cette course qu'il avait remportée, mais c'était pas sa première course de l'année à l'époque. Là je l'ai trouvé vraiment bien, donc on va voir ce que ça va donner dans les courses à venir pour Quintana. Mais je suis plutôt confiant, je pense qu'il a décidé de commencer sa saison un peu plus tard. Je pense qu'il avait senti que sur le Tour de France il n'était pas très frais pendant la course. Et puis je termine avec Ben O'Connor, le nouveau grimpeur d'AG2R Citroën, qui fait du très bon travail. Ben O'Connor qui fait 2e du sprint du peloton, mais qui était solide. Ben O'Connor, quand il part dans la dernière côte, dans cette fameuse étape 3, costaud quand même, Ben O'Connor, sans avoir en plus une équipe exceptionnelle autour de lui, parce que c'est vrai qu'il s'est retrouvé très vite seul. Alors ça a été un petit peu l'inconvénient, mais bon, c'est sûr que quand vous prenez des Van Avermaet, tout ça, vous pouvez pas avoir également des équipiers sur toutes les grandes courses. Il y avait un petit peu Clément Champoussin, mais c'est il s'est fait quand même un petit peu distancer assez vite. Donc très gros travail de Ben O'Connor qui a attaqué, qui a un profil de toute manière très offensif. Lui, il est fit, parce que c'est vrai qu'il est quand même grand, mais il est comme ça. C'est vrai qu'à chaque fois que je le vois, ça fait partie des coureurs vraiment très maigres du peloton. En même temps, quand vous êtes grand, si vous voulez performer en montagne, vous êtes obligé d'être très fin. Mais vraiment une belle course de sa part. Il sera normalement également sur Tirreno Adriatico. Il est prévu également sur les classiques ardennaises, Ben O'Connor. Mais bon travail. Donc on verra ce que ça va donner dans les semaines à venir. Mais moi j'ai trouvé très intéressant. Et cette capacité, c'est aussi un gros moteur, s'il y a cette capacité à tout le temps relancer, qui est je trouve ça très intéressant. Parmi les coureurs, plus, moins, on va aller assez vite, c'est Pinot. Alors Pinot qui a indiqué dans une interview qu'il avait des réponses à ces questions, même si elles n'étaient pas toujours bonnes, les réponses. Un peu dans l'ombre quand même pendant toute la course, il finit 35e simplement du général. Après, Pinot a jamais été connu pour être un mec qui faisait des débuts de saison tonitruants.
Alors que bon, que ça soit sur Paris-Nice, que ça soit au mois de février, il a jamais été incroyable. Thibaut Pinot, il commence même souvent assez tard ses saisons. Donc bon là, je suis pas plus inquiet que ça pour Thibaut Pinot. Après, il faudra voir sur le reste de la saison ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que vu la performance qu'a réalisé la Groupama FDJ, il était quand même un petit peu derrière. Et il faut le dire que c'est toujours un petit peu décevant de le voir comme ça, parfois un petit peu à la traîne. Mais voilà, journée qui n'a pas été forcément extrêmement simple pour lui. On continue avec les équipes où ça va être un petit peu plus compliqué du côté des Français. Je commence avec Total Direct Energy. Total Direct Energy, bon, vous avez Guillermoz 20e, mais qui a vraiment souffert dans l'échappée. Il a lâché assez tôt. Armirail roulait toujours en tête du groupe. Donc c'est vrai que pour un mec qui est normalement est considéré comme un puncher grimpeur, se faire déposer par un rouleur comme Bruno Armirail, c'est quand même pas exceptionnel. Surtout qu'il n'avait pas mis un coup de pédale à l'avant, donc c'est-à-dire qu'il se fait vraiment lâcher à 25 bornes de l'arrivée sans mettre un coup de pédale devant. C'est un peu triste, à plus de 25 bornes de l'arrivée même. Et de l'aparté, pour l'instant, pas incroyable non plus, victoire de l'aparté. Et ils ont fini simplement à 4, je crois, dans cette équipe. Je sais plus, ils étaient venus avec qui. Je vais vous dire tout de suite, avec les drop-out. Mais ça a été un petit peu compliqué, je trouve, dans cette formation. On les attendait quand même un peu mieux. Oui, Pierre Latour, qui a eu un problème au dos, qui est tombé, qui s'est fait mal au dos. Donc voilà. Anthony Turgis également, qui abandonne dans l'étape 3. Puis Christian Rodriguez. Donc Fabien Doubé, qui a fini très très loin. Mathieu Burgodeau, qui lui finit à sa place, c'est-à-dire loin, mais c'est un petit peu normal pour Burgodeau. Mais je trouve que ça a été un petit peu compliqué pour cette équipe dans cette course. On les attendait pas et on a quand même été déçus parce que c'est vrai que Fabien Doubé aurait pu être performant à Fayence, il a les capacités pour être performant sur ce type d'arrivée et pourtant ils ont été un petit peu inexistants. C'est également un petit peu le cas pour BNB Hotel, qu'on n'a pas vu que de toute la course en fait, BNB Hotel. Alors certes, ils n'avaient pas emmené eux aussi la grosse formation, mais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être attendre quelque chose de Quentin Paché. Je crois que c'est Jonathan Hiver qui finit 25e dans l'équipe et qui est le premier à finir dans cette équipe. Cyril Gauthier. Après Cyril Gauthier, ça fait depuis 2 ans que c'est un petit peu compliqué. Depuis qu'il est chez BNB Hotel et même l'année d'avant, avant qu'il parte pour BNB Hotel, c'était déjà un petit peu difficile pour lui. J'ai l'impression que il n'y a plus grand chose dans le moteur. Et puis Nicolas Badjoli, j'attends encore de voir. Il est encore jeune, Badjoli, mais j'ai jamais été hyper impressionné par ce coureur. Là, il a 26 ans. Moi, je l'avais vu. Il a fait une saison chez Androni, mais je l'avais vu chez Nippo. Bon, j'avais pas été impressionné chez Nippo par ce coureur, donc je l'avais vu sur un Giro. Il a une petite vitesse de pointe, c'est un puncher, un puncher un petit peu de format de poche, mais bon, pas forcément impressionné par ce coureur qui, je pense, n'est pas forcément le recrutement incroyable qu'aurait pu faire BNB Hotel pour peut-être le même seul recruter peut-être un coureur jeune. Donc on les a peu vus, c'est un petit peu dommageable de ce côté-là, parce que c'est quand même un coureur et une équipe intéressante. Et puis Saint-Michel, dommageable, le fait d'avoir attrapé le Covid dans l'équipe. Il y a un coureur qui a chopé le Covid chez Saint-Michel, Aubert 93. Donc ils ont dû abandonner la course avant le départ de la 3e étape et ont été sacrément embêtés pour l'étape numéro 4. Pour l'étape numéro 4 pour les courses de ce week-end, la classique Ardèche, parce qu'ils ne sont que 11 dans l'effectif. Donc ça veut dire quand vous perdez 7 coureurs qui ne pourront pas participer à d'autres courses, eh bien il ne vous en reste que 4. On nous dit peut-être un 5e pourrait rejoindre les rangs de l'équipe, mais ça sera forcément compliqué pour la formation, en sachant qu'en plus ces directeurs sportifs qui ont été sur ce tour des Hautes-Alpes ne pourront pas aider l'équipe vu qu'ils sont également cas contact, et on rappelle que maintenant cas contact c'est 10 jours en France. Donc forcément, ils ne reviendront que dans 2 semaines dans la formation. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, surtout que Stéphane Rossetto avait coché l'étape 3.
et qu'il aurait pu peut-être être très performant dans cette étape numéro 3. On passe coureur au top, on va aller peut-être assez vite parce que je vois que je suis déjà à 15 minutes de vidéo. Brambilla, Gianluca Brambilla, toujours se méfier de l'italien dans une échappée. Brambilla, c'est un petit filou, il est très intelligent en termes de stratégie, c'est un coureur qui est assez doué. Là, il n'a pas mis un coup de pédale. Il n'a pas montré qu'il était fort. Il se savait fort parce que moi, à un moment, je le voyais dans la roue de Madouas où il était vraiment, vraiment tranquille. Quand il y avait Armirail encore qui menait le rythme, donc à 35-40 bornes de l'arrivée dans l'étape numéro 3. Et puis ensuite, il a senti le bon coup quand la Groupama est partie. Dans l'échappée, il ne montre pas qu'il est le plus fort. Et puis quand il a fallu faire la différence, il était impossible à battre, quoi, hein. Vraiment impossible à battre, donc très intelligent de sa part de faire ça, vraiment un très bon travail, donc il n'y a pas grand chose à dire à part good job de la part de Gianluca Brambilla. C'est une belle course qu'il remporte, il n'avait pas gagné depuis longtemps, hein. J'ai regardé un petit peu son palmarès sur les dernières années. C'est vrai que ces dernières années, il faisait surtout équipier de Nibali. Là, on lui a donné carte blanche, et bien il a su saisir sa chance. On continue avec Michael Woods, là aussi très performant Michael Woods, avec la deuxième place au classement. C'est bien de sa part Michael Woods, parce que c'est un coureur qui est toujours très performant, qui moi m'a jamais déçu, Michael Woods. Et là voilà, très belle perf de sa part, donc très belle la troisième place du Canadien. Puis on finit également avec Bokeh Mollema, troisième. Très belle performance d'ensemble de la Trek Segafredo. Bokeh Mollema qui s'est accroché dans l'étape numéro 3. On sent que c'était pas forcément facile. Il n'est pas forcément encore à son poids de forme. Je l'ai vu plus léger que ça. Mollema. Mollema, de toute façon, il faut toujours s'en méfier, lui. Surtout sur des courses d'une semaine, parce qu'il a toujours eu un souci de récupération en troisième semaine. Par contre, sur les courses d'une semaine, c'est un coureur qui est très, très performant sur les tours de 3, 4, 5 jours. Parce que là, ces soucis de récupération ne se voient pas, se voient beaucoup moins. C'est un problème. C'est un coureur qui a toujours eu du mal en troisième semaine. Il a toujours un jour de moins bien, à part sur le Giro, quand il avait fini 5e. Là, il n'avait pas eu ce problème-là il y a 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans. Où il avait fini 5e, c'était en 2019. Mais sinon, c'est toujours un petit peu compliqué pour Bokeh Mollema. Et là, on a vu tout son potentiel. Du côté des flops, 3 flops. Je commence avec Geraint Thomas. Assez inquiétant, Geraint Thomas, depuis le début de saison. Pas là, en fait. Pas là, pas les jambes. Alors c'est vrai que Geraint Thomas a fait également partie de ces coureurs qui n'ont jamais eu des débuts de saison tonitruants. Mais quand même, on est fin février, il a une dizaine de jours de course dans les pattes. Et je l'ai plus souvent vu à l'arrière des groupes qu'à l'avant. Voilà, il a 8 jours de course, il a déjà 1100 km. Et meilleur résultat pour le moment, c'est une 22e place lors de l'étape numéro 1 du Tour des Alpes-Maritimes. 23e lors du contre-la-montre d'Alès, mais il avait fini que 23e. Pour l'instant, il n'est pas à son niveau. Peut-être aussi qu'il a du mal avec cette nouvelle stratégie d'Ineos de courir beaucoup plus à l'attaque. C'est vrai que c'est pas forcément un coureur qui est habitué à ça. Lui, chez Sky, il suivait Kirienka, et puis quand Kirienka lâchait, il mettait son accélération à ce moment-là à 3 bandes de l'arrivée. C'est un peu comme ça qu'il avait remporté le Tour en 2018. Mais pour l'instant, Geraint Thomas, pas au niveau. C'est assez surprenant parce que c'est quand même un coureur qui est plutôt intéressant. Alors c'est vrai qu'encore une fois, il a rarement eu des grands débuts de saison, mais bon. Je rappelle que normalement, il doit faire le Tour de France. Il ne faudrait pas que Ineos décide de changer de stratégie. On continue également avec Narvaez. Narvaez que j'ai trouvé très décevant sur l'étape numéro 3. Lui qui pourtant était vraiment bien sur l'étape de Fayence, je crois qu'il finit 2e. Dès que ça a été plus compliqué en longueur, dès qu'il fallait un petit peu plus de caisse pour Narvaez, il a complètement disparu. Il a été très vite lâché dans cette étape numéro 3. Alors c'est peut-être dû également au fait que lui c'était sa course de reprise, mais Narvaez, on sait que c'est un coureur qui a quand même un bon punch
C'est un coureur qui est plutôt performant dans ce style d'arrivée un peu en bosse ou sur ses côtes qui ne sont pas extrêmement longues. Et là, je pense que mentalement, il est peut-être un petit peu friable ou c'est physiquement que ça a lâché, mais assez surpris. Alors, parfois, ça arrive en début de saison d'avoir des coureurs comme ça qui arrivent à performer très très fort sur une course et puis le lendemain, s'en sortent pas du tout. Des fois, il y a des gros écarts au niveau performance parce qu'on n'a pas encore totalement l'état de forme. Mais bon, Narvaez a quand même été assez décevant et il finit assez loin au classement des jeunes. Il finit 12e. Alors que bon, normalement il aurait dû être dans le top 5 donc, et c'était le leader en plus normalement d'Ineos, c'était pas Gegenhardt. Donc ouais, assez surpris. Il a été protégé pendant 2 jours pour au final finir 38e. Bon, on aurait peut-être pu protéger un autre coureur du côté de cette équipe. Et puis je termine avec Rui Costa. Rui Costa qui finit 54e. Bon bah Rui Costa un petit peu dans la lignée des années précédentes. C'est-à-dire que c'est un coureur qui a été champion du monde en 2013. Ça remonte déjà à 8 ans maintenant. Et depuis son titre de champion du monde, on a l'impression que 2013 c'était vraiment l'apogée de sa carrière. Depuis 2013, il n'a pas gagné grand chose à part le Tour d'Abu Dhabi et le Tour de Suisse en 2014 et le Tour d'Abu Dhabi en 2017. Et c'est vrai que ces dernières années, là, c'est quand même très compliqué. Alors, il était champion du Portugal aussi cette année. Mais bon, 10e du Tour du Pologne, 4e de la Vuelta de l'Algarve, 3e du Saudi Tour. C'est plutôt en plus un coureur qui commence bien ses saisons en février, donc le voir que 54e, c'est un petit peu inquiétant pour le coureur portugais qui est quand même un petit peu sur la sellette parce que il est en fin de contrat. Il coûte cher, c'est un coureur qui coûte cher sans forcément gagner énormément de courses, donc à un moment peut-être que UAE va décider de le dégager, tout simplement, de ne pas le renouveler, parce que c'est vrai qu'en termes de performance, ces dernières années, c'est quand même pas la folie pour le coureur. Depuis de toute façon qu'il a rejoint la Lampre, c'est pas la folie. C'est vrai qu'il performait très fort à la Movistar, puis à la Lampre, c'est vraiment pas ça. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir pour me dire tiens, quel coureur vous avez apprécié si vous avez regardé cette course, Tour de Haut-Var, quel coureur vous n'avez pas apprécié, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.